Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, à chaque Grand Prix je fais un débrief, le Déprix, et dans ce Déprix je mets des notes aux pilotes et aux écuries. Après 13 rendez-vous, nous avons donc 13 notes et une belle moyenne générale pour chaque pilote et chaque écurie. Bien sûr, ces notes proviennent de ma propre sensibilité, mais il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Elles sont surtout là pour garder à l'esprit les performances des pilotes chaque week-end et pour offrir un classement alternatif à celui des points. Et puis on n'est pas à la virgule près. Après 6 Grands Prix dans la saison, nous avions fait un point sur les moyennes générales. Là, il ne reste que 4 Grands Prix dans la saison, donc je trouvais que c'était le bon moment pour revenir dessus. Ça permet de parler des saisons des uns et des autres et de voir qui déçoit, qui surprend, qui est au niveau attendu. Bref, on va faire un grand bilan des 13 premiers Grands Prix à travers mon classement de notes. Afin de simplifier les choses et de ne pas faire une vidéo qui dure 35 minutes, je vais aller très vite au niveau des équipes. Je vais vous afficher mon classement juste ici, en commençant par les 3 du fond, As, Alfa Romeo et Williams. Pas de débat, c'est les 3 pires équipes du plateau, on le voit tout le week-end en qualif et en course. Et j'ai une préférence dans la nullité pour As, comme vous le voyez. Juste au-dessus, on a Ferrari qui est tombé très bas cette année. On pourrait rentrer dans plus de détails sur la saison de Ferrari, je trouve ça très intéressant, mais à l'heure actuelle je vais m'arrêter là. Ferrari logiquement descendu très bas dans mon classement. Au-dessus, avec un écart quand même de presque 3 points, on a un groupe très serré de 5 écuries. McLaren, AlphaTauri, Red Bull, Renault et Racing Point. C'est très serré entre les 5, elles ont des fortunes diverses, donc on attendra la fin de saison pour débriefer dans le détail, mais en gros, McLaren est un peu moyen, n'arrive pas à confirmer sa saison 2019, AlphaTauri surprend positivement, Red Bull a beaucoup de problèmes avec sa seconde voiture, Renault s'est mis en chemin et Racing Point est assez constant, donc au final ça donne ça, on rentrera dans le détail en fin de saison. Et en tête, bien sûr, on a Mercedes. Là, j'y passe pas plus de 5 secondes, vous savez pourquoi. Bien, passons aux pilotes et commençons par ceux qui sont tout au fond. Et j'ai le malheur de vous annoncer que les 2 derniers de mon classement sont, avec des fortunes très diverses, Nicolas Latifi et Sébastien Vettel. Alors on va commencer par Latifi qui ne fait pas foncièrement une mauvaise saison, j'ai pas envie de lui tirer un boulet rouge dessus, mais je trouve qu'il est juste moins bon que les autres, il a moins de performance, c'est logique, mais au final, dans les notes, je suis obligé à chaque fois de lui mettre moins, ce qui fait qu'au final il se retrouve en bas. Le problème, on le voit directement quand on regarde les notes, elles sont toujours autour de 10. Il n'y a jamais de catastrophe, mais il n'y a jamais de coup d'éclat. Les seules fois où je peux le valoriser, c'est seulement avec des petits 12 comme le week-end dernier. Ah oui, et j'en profite pour vous expliquer le code couleur. Quand c'est écrit en rouge, c'est que le pilote a eu la pire note du week-end, en bronze la 3e meilleure, en argent la 2e meilleure et en or la meilleure. Bon, là il n'y a que des rouges, il n'y a pas de podium, on verra ça plus tard. Latifi passe son temps dernier dans une Williams pourrie et il a totalement une inexpérience, il se fait exploser par Russell. Du coup ça fait baisser les notes, mais j'essaie quand même de ne pas trop le dévaloriser non plus car il n'est qu'un rookie et il ne fait pas trop d'erreurs. Au final je suis un peu dégoûté qu'il se retrouve dernier car je trouve pas qu'il le mérite nécessairement, mais quand on additionne tous les facteurs, c'est assez logique, il n'y a pas grand chose à faire contre ça. Mais j'ai envie de dire que cette année pour Latifi je l'oublie un peu, ce que j'attendrai c'est l'an prochain, je veux voir une évolution, j'ai envie qu'il passe un palier en 2021, vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Cette année c'était d'adaptation dans une voiture vraiment compliquée. Pour Vettel en revanche, c'est vraiment catastrophique. On l'évoque à chaque Déprix, mais les performances sont largement en deçà de son statut et il est à des années-lumière de son coéquipier. Les notes traduisent très bien cette saison cauchemar, on voit bien souvent en dessous de la moyenne et dans ses meilleurs jours, Seb sort des performances qui valent 12 ou 13, pas plus, ça veut tout dire. Sans la Hongrie où il s'en est étonnamment très bien tiré, il serait dernier de ce classement. Avec le petit regain de forme de la Scuderia, Vettel peut espérer mieux finir. Comme je l'ai déjà dit, Vettel est loin d'être cramé et il sera meilleur chez Aston Martin, aucun doute. Mais être en perdition à ce point, ça pose d'immenses questions et dans l'immédiat, on ne peut que constater la catastrophe. Parlons des 2 coéquipiers de nos lanternes rouges en commençant par George Russell qui est 11e de mon classement avec 13,21 de moyenne. Avec ses splendides qualifications, ses nombreux passages en Q2 et son immense talent, George arrive toujours à tirer son épingle du jeu malgré une voiture qui le rend un peu anonyme à travers des week-ends. Mais ce qui l'empêche d'être encore plus haut dans mon classement, c'est les courses où bien souvent il ne répète pas la même performance qu'en qualif. Il y a souvent un petit manque de rythme en course ou même des erreurs. Du coup, quand on regarde les notes, je suis souvent obligé de m'arrêter autour de 13 ou 14 car il en manque un peu le dimanche.
La saison de George n'en reste pas moins très bonne, mais j'attends désormais qu'il ait un déclic en course et qu'il sorte un gros truc. On espère bien sûr les premiers points, même si ça a plus une valeur symbolique que sportive. Leclerc, lui, confirme toutes les attentes en se plaçant 6ème avec un beau 15 de moyenne. Bon, sur Charles, il n'y a pas grand chose à dire, il est clairement le leader de l'écurie, il explose son 4 fois champion du monde de coéquipier, il y a 2 podiums, il joue la 4ème place du classement pilote alors que Ferrari n'est que 6ème du général, il bat souvent des Racing Point, des Renault et des McLaren à la régulière, bref, c'est vraiment une saison exceptionnelle et qui, je pense, lui servira pour le futur. Alors certains vont regretter qu'il ne soit que 6ème, mais ça s'explique à cause de 2 erreurs, un 7 en Styrie quand il a accroché Vettel et un 10,5 en Hongrie où il n'avait rien réussi. Ces 2 points noirs viennent un peu ternir son bilan, mais quand on regarde le reste, c'est juste exceptionnel, c'est toujours entre 16 et 18. On passe aux 2 pilotes As et logiquement ils sont dans le fond du classement. Grosjean est tout de même un demi-point devant Magnussen, je vais m'expliquer. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, je vous affiche les notes à l'écran en commençant par celle de Magnussen. Alors comment expliquer qu'il soit derrière Grosjean? Perso, je trouve simplement que Grosjean fait une saison plus propre avec moins d'erreurs et qu'on a souvent vu Magnussen à la ramasse, notamment en qualification ou bien même en course comme à Silverstone, Spa ou Monza que j'ai en tête. J'ai vraiment pas la sensation de retrouver le vrai K-Mag, celui qui est capable de nous sortir des gros coups en course. À part en Hongrie où il a bénéficié d'un très bon coup stratégique, il n'a jamais été capable de tirer son épingle du jeu dans une course et c'est vraiment dommage, on dit vraiment qu'il est amorphe, totalement éteint par le niveau catastrophique de sa voiture. En face, voici les notes de Grosjean qui pour moi arrive à pointer techniquement les problèmes et qui est généralement plus constant. Voilà à mon sens où se situe la différence. Bon, il n'y a qu'un demi-point, c'est pas énorme. En tout cas, chapeau aux 2 qui conduisent une voiture pourrie que personne ne comprend et dans une écurie qui n'a pas envie de les voir l'année prochaine. Donc c'est quand même assez compliqué, on peut quand même les féliciter. Voilà. Entre les 2 pilotes As, on retrouve les 2 pilotes Alfa Romeo avec cette fois Kimi un demi-point devant Antonio Giovinazzi. Pareil, peu de choses les différencient, mais je vais essayer de m'expliquer. Je trouvais le début de saison de Kimi vraiment pas bon, mais depuis Spa, il connaît un certain regain de forme et il montre à nouveau qui il est. On peut le voir dans les notes assez rapidement. En face, Giovinazzi est peut-être un peu moins constant, on l'a vu plus être capable du pire comme du meilleur, mais dans l'idée, les notes des 2 pilotes traduisent à quel point leurs performances sont proches cette année, avec personnellement un petit avantage à Kimi qui s'est pas mal réveillé depuis quelques courses. Quand on voit ça, on se dit que si l'un prolonge, l'autre le mérite aussi, c'est assez logique, même s'il y a des fortunes diverses et que leurs 2 sièges ne sont pas gérés de la même manière. Pas grand chose à ajouter, les 2 conduisent une Alfa Romeo totalement mauvaise qui ne leur permet pas d'être plus haut dans le classement et c'est dommage. La dernière place du fond du classement, elle est pour Alexander Albon et c'est malheureusement pas une surprise, on connaît ses problématiques. Alors au moment de vous afficher ces notes, j'ai envie de dire 2 choses. Tout d'abord, je pense être peu sévère avec Albon. Quand beaucoup l'enfonçaient dès le début de saison, j'essayais de trouver des explications rationnelles à ces manquements. On peut le voir dans les notes, j'ai souvent eu tendance à lui mettre quelques points de plus que ce que vous auriez mis vous à votre place. Dans les commentaires, beaucoup m'en ont fait la remarque. Je pense très sincèrement que cette Red Bull est un enfer à conduire, que ce siège est une sorte de piège et que du coup ça explique quelques dixièmes manquants. Albon n'est clairement pas dans les conditions optimales, mais après je suis obligé de reconnaître un certain déficit de performance par rapport à Verstappen et aussi quelques erreurs du Thaïlandais. Comme ça, j'ai en tête l'erreur sur Magnussen à Silverstone ou encore son spin à Imola bien sûr. Red Bull n'aide donc pas Albon, mais le pilote est responsable, aucun doute. Ensuite, deuxième chose que je veux souligner, c'est le désastre que vit Albon depuis le Mugello. On pensait que son premier podium allait le faire un déclic, mais c'est tout l'inverse, regardez les notes, c'est une catastrophe. On va pas refaire en long en large en travers la saison d'Albon, d'autant plus qu'on en reparlera certainement en fin d'année, quand on saura quel est l'avenir de son siège, etc. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas dans les médias, on ne peut que constater une performance assez mauvaise et il est dans le fond du classement de manière logique. Puisqu'on a parlé d'Albon, je vais évoquer la deuxième Red Bull, celle de Max Verstappen qui est deuxième de mon classement général avec une excellente moyenne, voilà, pas grand chose à dire. Je ne vais pas m'étaler sur Max, vous voyez les notes, c'est du quasi sans faute et c'est bien simple, hormis l'anonyme course de Monza où en plus il a quelques circonstances atténuantes, il n'a jamais moins de 15, c'est un délire total. La seule chose que j'ai envie de dire sur Max, c'est que ça y est, je pense personnellement que c'est officiel, il n'y a plus que Lewis Hamilton qui est meilleur que Verstappen sur le plateau aujourd'hui. Je pense que Leclerc, Ricciardo ou encore Bottas sont pas loin, en dessous, mais je pense vraiment que Verstappen est désormais seul dans une cour avec Hamilton. Cette année, il a passé un cap vraiment énorme, encore une fois, il me fait vraiment flipper et je me dis que le jour où il va avoir une voiture capable de concurrencer plus les Mercedes,
bah il peut aligner les titres comme des perles, c'est un phénomène absolu. En tout cas, sa saison 2020, c'est un pur bijou. Pour compléter la deuxième partie du top 10, nous avons deux pilotes qui se tiennent dans le même centième de note, Lance Stroll et Daniil Kvyat. Alors à l'image de Latifi et Vettel, ils ont vraiment des fortunes diverses et on va commencer par Stroll qui vit vraiment 2 saisons en une. D'abord, il nous a proposé une version améliorée de lui-même, irrégulier mais vraiment très bon dans ses meilleurs jours. Ainsi, ça donne la course vraiment piteuse de Styrie, enchaînée de la Hongrie où il a été le meilleur des autres sans aucune contestation. En milieu de saison, on a même eu Barcelone ou le Mugello où c'était vraiment excellent. Lance n'était pas loin du top 5 de mon classement général, on se disait qu'il avait passé un palier. Et puis au Mugello, alors qu'il devait signer son 2e podium consécutif, il a crevé et là depuis c'est le trou noir. Comme on peut le voir tout à droite, ses abandons en Russie et en Allemagne lui ont évité des notes très moyennes, mais à Portimao et Imola, il n'y a pas échappé, c'était catastrophique. Lance a totalement disparu, il se fait laminer par Perez, il n'y a pas d'autre mot, et ça commence à être un peu inquiétant, on cherche des raisons, peut-être il se remet mal de sa maladie, c'est une possibilité, en tout cas dans les faits sur la piste, il n'y est plus du tout. Du coup, je ne sais pas quel Stroll retenir, celui du début de saison qui était meilleur quoiqu'encore irrégulier, ou celui-là qui tombe toujours dans les mêmes défauts, et j'en arrive à la conclusion encore une fois qu'il va falloir lui laisser du temps. Je pense encore une fois que 2020 sera une saison où on ne pourra pas juger dans son entièreté le mystère Lance Stroll. J'ai vraiment hâte qu'enfin il se stabilise, qu'il soit plus régulier et qu'il nous montre enfin de très belles choses de manière régulière. Voilà, je ne demande que ça, car je pense vraiment qu'il a un talent incroyable, mais qu'il manque beaucoup d'éléments du package global pour devenir un bon pilote au moins. Kvyat lui fait la définition d'une saison normale, moyenne, pas décevante ni mauvaise, mais pas non plus bonne ni réjouissante. Les notes parlent d'elles-mêmes, j'ai rien besoin de dire, c'est moins bon que Gasly, mais c'est pas mauvais, c'est entre 12 et 13 à chaque fois. Seules exceptions, la catastrophe de Portimao où il n'a jamais trouvé la clé et les réussites de Russie où sa stratégie a été excellente, mais aussi d'Imola que l'on vient de vivre, sinon c'est toujours 12 ou 13. Daniil nous fait une saison normale, un peu meilleure depuis quelques courses et ça pourrait mériter une prolongation, mais quand on sait que son siège est là pour faire tester des jeunes pilotes, on comprend pourquoi il va partir. Dommage car je trouve qu'en 2020, il avait trouvé son rôle, celui d'être le numéro 2 d'une équipe. Il est de plus en plus fiable avec l'âge, mais malheureusement, ce rôle-là, il n'existe pas chez AlphaTauri et il n'arrivera pas à s'imposer dans une autre écurie, donc il va devoir quitter la Formule 1. C'est dommage car au final, cette saison, elle est plutôt acceptable. Continuons avec les deux coéquipiers des pilotes qu'on vient de citer, Perez et Gasly. Le Mexicain est tranquillement installé à la 8e place du général avec un beau 14,64 de moyenne. De l'Autriche à Imola, Perez nous a fait du Perez. Accrocheur, toujours là et capable d'aller chercher les gros points. Sans jamais faire d'erreur, il s'assure de très bonnes notes, surtout très constantes. On signale aussi qu'il a eu la meilleure note en Russie. Le beau classement de Perez peut s'expliquer par un fait très simple. 11 courses, 11 arrivées dans les points. Classique, propre, efficace. Perez. Je n'ai rien d'autre à dire à part peut-être que sa saison n'est que 8e car il manque 2-3 coups d'éclat. On a parlé d'un podium manquant, même si je pense que c'est pas sa faute pour le fait qu'il n'ait pas de podium, c'est plutôt la faute de l'équipe. Mais au-delà de ça, il manque peut-être 1, 2, 3 courses où à la manière d'un Leclerc, à la manière d'un Ricciardo, il va arriver à nous faire un truc vraiment sensationnel qui va mériter des 19. Il n'a pas vraiment eu ça, il est plutôt toujours autour du 16. Donc voilà. Mais au final, j'ai absolument rien à reprocher à la saison de Perez qui est très bonne. Alors avec ces résultats-là, Monsieur Perez, vous faites un excellent boulot, vous ne risquez rien pour l'an prochain. Alors là, aucun problème. Hein. Vous avez un contrat en plus? Et ben voilà, pourquoi vous stressez, Monsieur Perez? Il n'y a aucune raison. Sébastien Lawrence Stroll? Non. Je connais pas ces gens, Monsieur Perez, désolé, je connais pas. Blague à part, passons à un pilote qui fait également une très bonne saison, mais qui lui a réussi à confirmer son siège pour l'an prochain. C'est notre Piero Gasly, national. Un Pierre Gasly qui est 3e du général avec 16,10 de moyenne et clairement je pense que c'est une surprise pour personne. Je l'avais déjà dit, en dehors de Max et d'un certain pilote britannique dont j'ai oublié le nom, personne d'autre ne fait de meilleure saison que lui. Je vous affiche rapidement les notes, vous pouvez voir que c'est du caviar, faites pause si vous voulez, mais en gros depuis Silverstone c'est un sans faute, il n'y a pas grand chose à rajouter, bravo Pierre. Passons d'un Français à un autre en parlant d'Esteban Ocon qui ne pointe pas à la 3e place du classement mais à la 10e non loin de George Russell avec 13,36.
Alors sur Ocon, je sais que les avis vont diverger. Certains vont dire qu'il fait une bonne saison, d'autres, c'est mon cas, vont dire qu'il fait une saison acceptable, correcte, et d'autres vont dire qu'il est loin du compte, et on serait tenté de les rejoindre quand on voit le différentiel de points avec Ricciardo. Oui, mais Esteban a pour moi 3 circonstances atténuantes. Il revient d'une année blanche, il a eu beaucoup de malchance, et il n'est pas aussi fort que Ricciardo. Ces 3 circonstances atténuantes importantes que j'ai prises en compte dans mes notes lui permettent de surnager un petit peu. Comme vous pouvez le voir, à part 2 gros ratés, je considère qu'Esteban fait un travail correct, même parfois très bien, comme par exemple à Spa, où il a montré qu'il était totalement au niveau de la grille 2020. Ça pourrait être mieux, je suis d'accord, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour être vraiment un excellent pilote de Formule 1. Ok, pas de souci, mais si on met de côté la malchance et le fait que son coéquipier est un monstre absolu, eh bien alors Esteban fait une saison correcte. L'an prochain, en revanche, je serai peut-être plus critique, j'en attendrai peut-être plus, quoique son coéquipier sera Fernando Alonso. Bref, c'est pas mal, et je l'ai déjà dit, mais j'aimerais bien que sur la fin de saison, Esteban nous fasse un coup d'éclat. Son coéquipier justement, parlons-en, Daniel Ricciardo, 4ème avec 15,54. Comme on voit en ce moment, l'Australien fait une saison absolument pleine, il n'y a rien à dire. Il est même assez irrésistible. Il y a eu quelques passages moyens au début et au milieu de saison, mais sinon sur l'ensemble, c'est génial. C'est une bénédiction pour Renault. 17 à Silverstone en Russie, 17,5 au Mugello et Imola, ou encore 18 à Spa et au Nürburgring, et le reste c'est aussi d'un très haut niveau comme vous pouvez voir. Ces 2 podiums illustrent et subliment une saison absolument parfaite où Daniel a encore une fois prouvé qu'il était un des tout meilleurs talents de ce plateau. Je n'ai qu'une hâte, voir s'il peut faire pareil dans la McLaren. Et je dois avouer qu'un petit coin de ma tête rêve d'un scénario où Daniel conduit une voiture qui joue le titre, il serait juste énorme, je me régalerais de le voir. Please, donnez-nous ça dans le futur. Il ne manque que 4 pilotes dans notre tableau, notamment les 2 pilotes McLaren. On a Norris 9ème avec 14,46 et on a Sainz 5ème avec 15,09. Je pense que ça va en étonner certains, mais moi, vraiment, depuis le début de saison, depuis l'Autriche ou alors la Styrie plutôt, je pense vraiment que la saison de Sainz, elle est meilleure que celle de Norris. Alors ça se joue à pas grand chose, il y a un demi-point, et les deux font une bonne saison, il n'y a rien à dire, mais pour moi, je mets clairement Carlos devant. Je pense que pas beaucoup de monde aura cet avis, mais Carlos a eu beaucoup de malchance, comme je vais le montrer. Niveau notes, on voit que pour l'Espagnol, c'est du même acabit que Ricciardo, Leclerc ou Gasly, toujours autour des 15 avec 2 bémols à Silverstone en Russie, et il y a eu des gros pics comme à Monza où il a été énorme et à Portimao. À chaque week-end, Sainz est propre, clinique, technique, il n'y a aucune erreur, un vrai patron, un vrai pilote mature, et il y a un top 10 en course quand la malchance le laisse tranquille. Il a même progressé sur ses points faibles, notamment la qualification, où j'en attendais beaucoup, et où il fait face à un Norris qui est très fort dans cet exercice. Sincèrement, j'ai absolument rien à lui reprocher et j'ai beaucoup de choses pour le mettre en valeur et je n'ai qu'une hâte, le voir débarquer chez Ferrari. Je pense vraiment qu'en 2020, Carlos Sainz a justifié son passage chez Ferrari, clairement. À côté de ça, je trouve que Norris fait une saison très légèrement moins bonne, mais tout de même largement acceptable. 14,5, c'est très bien. Il est dans mon top 10 des pilotes cette année, il n'y a pas photo. Et c'est déjà énorme, car c'est seulement sa 2e saison en carrière, il faut le rappeler. Son petit retrait face au groupe Leclerc, Sainz, Ricciardo s'explique dans les notes où on voit qu'il est parfois plus proche du 12 que du 15. En plus, il est porté par le vin de l'Autriche, donné un peu sur le coup de l'émotion, c'est vrai. Mais afficher autant de maturité, de sérieux, de performance et de justesse avec son statut, c'est très fort. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, McLaren peut vraiment être ravi de l'avoir pour le futur. En vrai, je sais pas si la comparaison elle est adéquate, mais je pense que Norris fait une saison que Lance Stroll rêverait de faire un jour dans sa carrière. En fait, Norris, cette année, il fait la saison qu'on attend de Stroll depuis déjà 2 ou 3 ans. En plus, Norris, il est plus jeune puisqu'il va seulement avoir 21 ans dans 5 jours. C'est un truc de fou. On peut donc estimer qu'il lui reste une certaine marge de progression, ce qui est très réjouissant. Norris est un pilote qu'on n'attendait pas forcément pour le futur il y a 2-3 ans ou même l'année dernière. Il est en train de prouver le contraire. Bravo Lando, et il va être à surveiller de très près. D'ailleurs, puisqu'on est sur McLaren, je dirais qu'ils ont le 2e meilleur duo de pilotes du plateau, vraiment très complémentaire, et c'est peut-être ce qui va les aider dans la lutte pour la 3e place du constructeur. Mais le meilleur duo de pilotes du plateau, c'est bien sûr le duo Mercedes. Aucune raison de changer, tout marche à merveille, aucune raison de se séparer de ce duo. Désolé George. Je trouve que Bottas fait vraiment une très bonne saison et il pointe à la 7e place du général avec 14,88 de
moyenne. Son problème, c'est qu'il est sans cesse en comparaison avec le meilleur pilote de l'histoire, de la saison je voulais dire, et du coup, eh bien, il ne remplit jamais ses objectifs à 100%, ce qui lui fait constamment perdre des petits points en route. Et puis, il y a aussi le fait de n'avoir gagné que 2 Grands Prix sur 13 avec une Mercedes. Quand tu joues le titre, eh ben, ça fait un peu tâche. Ce que je viens de dire se ressent dans les notes. C'est jamais mauvais, sauf en Hongrie ou à Monza bien sûr, mais il manque quasiment toujours 2 ou 3 points, car Lewis est meilleur et empêche Bottas de faire un carton plein, car comparativement, le week-end de Bottas paraît moins bon. Malgré tout ce que je viens de dire, je trouve clairement que Bottas fait le boulot cette année, peut-être même mieux que les années précédentes, mais les événements ne tournent jamais en sa faveur et il se heurte à une légende vivante. Tout ça me fait arriver aux portes du 15 de moyenne, ce qui me paraît très juste pour Valtteri. Et puis ensuite, on a King Lewis, bien sûr, premier largement avec quasiment 17 de moyenne. Voilà, il n'y a rien à dire, le roi, il domine la saison, il va être champion certainement dès la Turquie. Il a, je crois, 9 ou 8 victoires, il explose tous les records. Voilà, il n'y a absolument rien à dire, Lewis Hamilton est le meilleur pilote de cette saison, il ne l'a prouvé à maintes et maintes reprises, c'est tout. Malgré tout, certains vont me dire que 17 c'est pas énorme, mais je vais apporter 3 arguments à cela. Premier argument, je mets très rarement au-dessus de 18. J'ai compté depuis le début de saison, j'ai dû mettre 250 notes, il n'y en a que 8 au-dessus de 18. Donc voilà, avoir 17 de moyenne alors que je mets jamais au-dessus de 18, c'est énorme. Deuxième argument, Lewis ne nous donne pas l'impression de forcer son talent, il a l'air plutôt dans la gestion et la maîtrise. Du coup, à part des masterclass comme par exemple à Portimao, où là je peux vraiment lui mettre un 18-19, et bien le reste du temps, je dirais pas qu'il me laisse sur ma faim, mais on va dire qu'il gère, il n'est pas impressionnant. Du coup, je mets plus 16 que 19, vous voyez l'idée. Troisième raison, l'Autriche et la Russie. Comme vous le voyez ici, c'est les 2 pires notes de Lewis. Sans elle, il s'approche du 18 de moyenne très clairement. Les 2 seules erreurs de sa saison, les 2 seuls petits moments où il n'est pas intouchable, à savoir un Grand Prix d'Autriche assez brouillon et une mauvaise procédure de départ en Russie. Ça lui vaut un 13, ce qui franchement beaucoup de pilotes paieraient pour avoir un 13 déjà comme meilleure note. Et en dehors de ça, vous voyez les notes, c'est un chef-d'œuvre. Bon, avant de conclure cette vidéo, je dois vous avouer que je vous ai menti. Non, ce n'est pas Lewis Hamilton le meilleur pilote de la saison au niveau de bon classement par note, c'est Nico Hülkenberg. Et oui, avec ses 2 grands prix de remplacement au Nürburgring et à Silverstone, il a chopé un 17 à Silverstone et un 20 au Nürburgring, ce qui lui fait un 18,5 de moyenne. Et oui, Nico Hülkenberg est le meilleur pilote de cette saison 2020. Blague à part, bien évidemment, le contexte dans lequel il fait ses courses et le fait qu'il n'y en ait que 2 m'empêche de le planter dans le classement général, mais je devais quand même signaler le fait que les 2 apparitions de Hülkenberg sont géniales, il n'y avait rien à lui reprocher, il marque des points les 2 fois, donc bravo, c'était pour la petite blague. Bien, c'est ainsi que cette vidéo va se terminer. Alors qu'il ne reste que 4 rendez-vous, il me semblait important de faire un point sur qui a déçu, qui est en tête, qui va mal, qui fait une saison moyenne, etc. Même si, bien évidemment, on fera des points beaucoup plus détaillés une fois que la saison sera terminée. Je ne sais pas encore comment je vais procéder, je ne sais pas si ça sera des reviews individuelles ou par groupe, mais vous inquiétez pas, on aura le temps de revenir dans le détail. Après le visionnage de cette vidéo, je vous encourage maintenant à venir dans les commentaires et à me dire si votre classement ou en tout cas l'idée que vous vous faites de la hiérarchie 2020 est différente ou non de mon classement. Dites-moi sur quel pilote vous avez des désaccords, notamment au niveau des classements entre coéquipiers. Peut-être que vous mettez Magnussen devant Grosjean, je ne sais pas. Bref, dites-moi là où vous êtes d'accord, là où vous n'êtes pas d'accord. Profitons-en pour discuter de la saison des uns et des autres. Sur ce, je vous laisse, je vous encourage à mettre le like, l'abonnement, le partage, à vous abonner sur les réseaux sociaux, tout ça vous connaissez, et merci du fond du cœur à ceux qui le font, ça me touche beaucoup. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et on se quitte sur une citation d'Enzo Ferrari qui est revenu à du classique, puisqu'il nous dit que si on veut franchir la ligne en premier, il faut d'abord franchir la ligne. À bientôt.